Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch et qui ce soir transpire le catch extrême. Nous allons analyser Extreme Rules 2019, pay-per-view de la WWE à Philadelphie. Je suis Raphaël, je suis de retour. J'ai eu, pour tout vous avouer, quelques soucis techniques, mais me revoici pour ce grand événement et je suis accompagné d'un grand personnage. C'est Chris qui est avec moi ce soir. Ça va Chris ? Salut Raphaël, salut peuple de catch-up. Écoute, ouais, pour une review extrême pour Extreme Rules, serons-nous aussi extrêmes que nos amis de la WWE? Vous le saurez. Est-ce que tu vas extrêmement bien ? Je vais extrêmement pas mal. Voilà, donc c'est déjà très bien, c'est déjà extrême. Ah bah Ouais. écoute, ouais, on a eu une grosse soirée, hein, beaucoup on sait pas si on a de la qualité, on va vous dire ça, mais au niveau de la quantité, on a eu du monde, hein. Ouais, beaucoup de catch ce week-end de toute façon déjà, quoi, entre le show de la Evolve, le show de la AEW et le Extreme Rules de la WWE, donc c'était un gros week-end de mecs en slip. Voilà, c'est vrai, c'est la fête nationale. Chez nous en France, c'était plutôt des mecs en treillis et des feux d'artifice, mais là c'était, il y a des feux d'artifice de catch aux États-Unis, hein, c'était pas mal aussi. Vu ce programme, on va attaquer directement les hostilités. Nous avions 2 matchs dans le kick-off. Le premier, il faut reconnaître à notre ami Giscal l'intelligence du booking pressenti. Hein, il l'avait noté dans le module de pronostic de catch-up. Finn Balor défendait son titre intercontinental face à Shinsuke Nakamura. Donc une feud un petit peu sortie au dernier moment, un titre qu'on voyait pas beaucoup ces temps-ci, on a quasiment pas vu Balor depuis l'événement en Arabie Saoudite dont j'ai perdu le nom. C'était comment? C'était ah, putain. C'était pas Super. quoi. Voilà, Super Showdown, je cherchais Crown Jewel, tout ça, oui, Super Showdown, voilà. Bref, Balor versus Shinsuke Nakamura. Alors ça commence avec Shinsuke Nakamura qui essaie de tenter un petit peu Balor, mais ça marche pas. Balor a plutôt tendance à dominer, il va projeter Nakamura à l'extérieur sur les barricades, mais Nakamura reprend ensuite le dessus. Balor rate un coup de grâce, Nakamura enchaîne 2 Kinshasa, 2 derrière la nuque et 1 dans la face, et il devient assez rapidement, alors je t'avoue que j'ai pas regardé la chrono des matchs, il devient assez rapidement Intercontinental Champion, donc déjà premier changement de titre, première surprise. Est-ce que cette affiche qui aurait pu faire les grandes heures de NXT ou autre a tenu ses promesses là comme ça en ouverture de kick-off? Chris, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on espère une revanche mieux placée quelque part ou est-ce que ça t'a convaincu? Ouais, je suis un peu chiffon sur ce match, quoi, mais pas tellement par rapport à la qualité du match en lui-même. C'est le fait que quand tu penses que Baylor Nakamura, c'était une affiche de main event de takeover, hein, quoi, tu vois. Donc Ouais. là, on les retrouve dans le pré-show d'Extreme Rules, pay-per-view intermédiaire de l'été. Voilà, j'étais très déçu d'avoir l'Intercontinental dans le pré-show, quoi. Très franchement, ça m'a un petit peu énervé. Ouais. Et c'était vraiment pas en plus pour une feud vraiment out of nowhere, voilà, qui a été vraiment un peu débarqué d'un peu nulle part. On n'a pas vu de Baylor pendant plusieurs semaines. Mhm. Donc voilà, ceci explique peut-être cela. Après, le match a été très court, je crois 7-8 minutes, quelque chose comme ça. C'était bien de revoir Nakamura apparemment dans de bonnes conditions. Il me semble, relativement motivé. Il faut dire, lui, il est frais aussi, hein, parce que depuis Rousseff Nakamura, d'ailleurs, si quelqu'un sait où est Rousseff, je serais ravi de savoir de ses nouvelles. Mais donc du coup, le japonais, l'artiste japonais, voilà, prend le titre. Super. Ah, Rockstar. ouais, la rockstar, ouais. Ouais, j'avoue que par contre, j'étais étonné du fait de sa prise de titre. Surtout que Mm. ça passait dans le pré-show, ça aurait été sur la carte principale, bon. Mais là, sur le pré-show, j'étais vraiment étonné qu'ils prennent le titre. Alors c'est peut-être pour relancer un peu justement l'Intercontinental qui est allé un peu nulle part ces derniers mois. Écoute, bon, c'est le pré-show, c'est comme ça. Voilà, donc moi, ça m'a quand même chiffonné, hein. Ça m'ennuie toujours de ne pas voir l'Intercontinental dans la carte principale. Mais Ouais, ouais. C'est un habitué, hein, parce qu'il avait déjà repris le titre US à Rousseff, d'ailleurs, dans un pré-show. Je sais plus lequel, mais c'était cet hiver-là. Alors moi, je suis comme toi. Je suis étonné qu'on ait eu cette feud bookée en 2 semaines pour un match qu'on n'avait pas besoin à Extreme Rules vu la densité de la carte et qu'on aurait pu avoir pour SummerSlam.
Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y aurait une raison de priver Baylor si rapidement comme ça du titre? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est pas en bon terme? Parce que comme tu l'as dit, on n'a pas eu du tout de mention de l'équipe Nakamura-Rousseff qui était pourtant, ouais, non, qui était complètement absente, mais qui était quand même à peu près construite. C'est étrange. Je ne sais pas trop quoi. Il n'était pas blessé, Baylor, hein, il était en vacances, il envoyait des tweets en direct de pubs cradingues irlandais. Donc, non, Baylor, il est en pleine forme, je te rassure, ce garçon, son certificat de santé devant mes yeux. Donc, apparemment, tout va bien pour Finn. Donc, écoute, en fait, je peux même pas répondre à ta question, je ne comprends pas. Et de ce que j'ai lu sur les trucs américains, voilà, les reviews américaines un peu aujourd'hui, parce que j'ai vu le pay-per-view très tôt ce matin. Et il y a Extrêmement tôt. ouais, extrêmement tôt, tout à fait. Et il y avait même apparemment Paul Heyman s'est ému en fait de voir l'Intercontinental dans le pré-show. Donc je pense que c'est tout simplement dû au fait je crois qu'on l'a dit, en fait tout simplement dû au fait de manque de construction complète et que finalement ils se sont dit on va peut-être pas prendre le risque de balancer ça dans la carte principale. Ils avaient certainement déjà booké le show, ils l'ont rajouté un peu au dernier moment, donc voilà. En plus c'était, si tu veux, la déception c'est que je me suis dit le pré-show ils vont avoir au moins 12-13 minutes peut-être quoi. Pas de bol, 8 minutes, bam bam, réglé. Voilà, on a eu quelques beaux moves, quelques beaux trucs, les deux ils sont bons dans le ring, donc mais c'était vraiment, c'était frustrant, ça m'a pas, voilà. Ouais, moi, voilà, du coup, je comprends pas en fait pourquoi le match a eu lieu là. S'il y avait vraiment besoin de foutre un match en kick-off, on aurait attendu une semaine de plus pour avoir une fun pour l'Intercontinental, quoi. Ils auraient pu nous foutre, je sais pas moi, un truc, le Miz contre Andrade ou je ne sais pas quelle affiche de gala, mais bon, c'est comme ça. Et puis Nakamura est un nouveau champion, donc il est maintenant. Écoute, il a eu le titre US. Non, j'allais dire il a eu le titre mondial, mais non, toujours pas. Titre US et titre intercontinental pour le japonais. Et ben on verra pour la suite. Pour lui, alors le kick-off, c'est toujours un peu un moment d'interview aussi. On a une interview assez rigolote avec le New Day où les trois se mettent l'un au-dessus de l'autre. Ça fait trois têtes alignées pour dire à quel point ils sont solidaires pour leur grosse nuit, puisqu'ils ont trois membres du New Day ont un match ce soir. Il y a un match tag team pour Biggie et Xavier Woods. Il y a le match de Kofi Kingston pour le titre mondial. On croise aussi Kevin Owens qui est là, hein, qui nous annonce qu'il a un match contre Dolph Ziggler malgré la confrontation qu'il a eue contre Shane McMahon à SmackDown. Donc voilà. Et oui, pardon. Encore un booking improvisé, voilà. Oui. Et on a un dernier match de pré-show qui était prévu, lui pour le coup. Hein. C'est l'habituel match du kick-off show, c'est le Cruiserweight Championship match. Donc c'est Tony Nese, l'ancien champion, contre Drew Gulak, le champion actuel. C'est un match c'est les heavyweight des Cruiserweight, parce qu'il n'y a pas trop du high fly, hein, c'est un match de costaud, ça s'envoie des manchettes, ça s'envoie des kicks, il faut attendre un joli moonsault de Nese sur le coin du ring là, et un 450 splash qui finit par un near fall. Donc ça s'accélère sur la fin, et puis au final, Gulak réussit à placer son finisher, dont je n'ai pas eu le temps de comprendre le nom, pour retenir, c'est pas très français, c'est retain, pour conserver, son titre de champion des poids légers. Une mignonne affiche, je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé. Rapide là aussi, bon, Cruiserweight. Ouais, en fait, assez déçu finalement, quoi, parce que au final, 7 minutes, c'est allé à la vitesse de la lumière, ce combat. Les Cruiserweight dans le pré-show, pourtant, ils sont quasiment tout le temps dans le pré-show et ils ont même Oui. position dans le pré-show. Alors là, pour le coup, pas du tout d'exposition, voilà, 7 minutes, douche comprise, et au revoir tout Black. Donc, écoute, j'avoue que dans ce pré-show, on a eu énormément de blabla d'espèces de mise en place de la carte principale avec des interviews. Bon, ça se fait habituellement, mais en général, les 1 ou 2 matchs de pré-show ont quand même plus de temps d'antenne. Et alors là, pour le coup, on n'a vraiment pas été gâtés. Donc écoute, Drew Gulak, moi, je suis plutôt client. Et il est intéressant au Cruiserweight, c'est un spécialiste de soumission, c'est un bon brawler, c'est un bon vanneur, il est pas mal au micro. Tony Nese, c'était le former champion. Donc c'était une affiche qui aurait pu, franchement, je pense, envoyer beaucoup plus lourd. Donc encore une fois, comme l'Intercontinental, deuxième match, encore une fois, une petite frustration pour moi me concernant.
Oh, moi, j'étais un peu plus positif parce que bon, c'était court, mais j'ai trouvé ça vraiment intense au niveau du rythme. Et quelque chose que j'ai pas précisé, je sais pas si tu as eu le même ressenti que moi. Les deux matchs de kick-off, par contre, ils ont vraiment marché au niveau de la foule, hein. Il y avait du bruit, les gens étaient déjà là, quoi, dans la salle, hein. C'est vrai. On a eu beaucoup de Let's Go Gulak, quoi, qui a été bien Ouais. porté, ouais, Gulak, pendant le match Cruiserweight. Mais Ouais. sinon, oui. Et Belor Nakamura, j'ai pas ressenti, tu vois, une foule autant au taquet que ça. Peut-être plus pendant le match Cruiserweight que pendant le match intercontinental, bizarrement. C'est possible. Après, il y avait déjà tout le monde était, enfin la salle était bien remplie dès le premier match quand même, ce qui est pas toujours le cas dans les kick-offs dans les pré-shows. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. Moi, j'aime bien les interviews backstage quand on a, ben voilà, le New Day ou Owens qui peuvent dire des choses un peu à la dernière minute. Par contre, tout ce qui est les trucs sur le plateau là, avec les invités, avec les Beth Phoenix, les machins, je zappe. Je trouve Ouais. ça, c'est assez bête, mais c'est dommage je sais pas si des gens regardent ça avec intérêt en fait. Bon, bref. Écoute, on a déjà eu voilà notre pré-show, on va pas faire plus de temps que ça non plus là-dessus. Deux matchs pour des titres, un changement, un champion qui conserve. On est go pour le main show, Chris? C'est parti. Allez, et ça commence extrêmement fort, puisque le match qui ouvre officiellement la vraie soirée Extreme Rules, c'est tout simplement le match tag team No Holds Barred entre Shane McMahon avec Drew McIntyre et leurs opposants Roman Reigns et l'Undertaker. Donc autant dire qu'il y a déjà énormément du lourd sur le ring et la foule est là. On commence avec Roman Reigns et Drew McIntyre. C'est Drew McIntyre qui a l'air d'un peu dominer la situation. Il passe des superplex à Reigns comme qui rigole. Mais après, ça tag à Shane. Et là, Shane, il a un peu plus de mal. Il est dominé par Reigns. L'Undertaker arrive. Il place un old school des familles. On a un bel échange entre Drew McIntyre et l'Undertaker de Strike. L'Undertaker place son leg drop old school comme à l'ancienne. Bref, on a un bel étalage de prise. Il y a une chaise qui est sortie par l'Undertaker, ça fait fuir Shane McMahon. Il court comme un cabri, la foule rigole. Bon, il reviendra hein, pendant ce temps. Bah, c'est Drew qui domine un peu Roman Reigns. Il y a un double tag. Donc voilà, Shane contre l'Undertaker. Shane prend un bon gros big boot. L'Undertaker tente un last ride sur la table des commentateurs, mais tout d'un coup, qui surgit? Un troisième larron, Elias était là. Et ouais, il n'avait pas de programme ce soir-là. Elias s'attaque à l'Undertaker. Festival tout d'un coup écossais. Vous aimez les Claymore Kick, vous en avez un dans la tête de Roman Reigns, un dans la tête de l'Undertaker. Le Deadman est couché sur la table des commentateurs. Shane fait sa descente du coude habituelle. Et la coast to coast, il arrive à placer ses deux spécialités pendant que Roman Reigns a vraiment beaucoup de mal à se relever du Claymore Kick. Mais finalement, il se relèvera quand même parce qu'il est très fort. Il réussit à faire un punch, un Superman punch sur Elias. L'Undertaker, lui, il était couché, il était agonisant, mais l'Undertaker, on sait bien ce qu'il fait. Il se redresse. Shane n'en croit pas ses yeux. Il prend lui et Elias un chokeslam. Drew McIntyre a l'air prêt à venir intervenir, mais il subit le spear de Roman Reigns. Et Shane McMahon, le best in the world, est pris dans un tombstone pile driver. 1, 2, 3, ça y est. Shane McMahon est battu. Il avait réussi à chaque fois à sortir des griffes du Miz. Il avait réussi à battre Roman Reigns, mais là, contre le Deadman, il n'a rien pu. Écoute, on va parler des avis des uns et des autres, puisque Jessica nous a donné ses réactions, mais voilà, tu es le premier à donner ton opinion sur cet opener. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, étant donné que c'était l'opener, au moins j'étais garanti que il y avait des fortes chances de ne plus revoir Shane McMahon du reste du pay-per-view. Donc ça, quelque part, ça me ravissait. Je suis Oui. hashtag Team Kevin Owens sur ce coup-là. Moins je vois Shane McMahon, mieux je me porte. Donc je me dis, bon bah voilà, au moins il nous l'évacue en opener. C'était vu la pop énorme qu'a eu l'Undertaker à son entrée, ce qui était plutôt bien joué parce que comme ça a mis la foule un peu dans le bain. La salle était pleine à la différence des 1 ou 2 derniers pay-per-view de la WWE où ça n'avait pas du tout marché au niveau de l'affluence. Là, par contre, il n'y avait pas de problème. Apparemment, la salle, elle était sold out. Donc, du coup, c'était plutôt bien joué de commencer avec le légendaire Grabataire.
Je suis méchant. Mais et avec nos amis Drew McIntyre et Shane McMahon. Bon bah voilà, écoute, le combat était pas trop mal. J'ai trouvé ça pas trop mal globalement. En fait, j'ai bien aimé comment était utilisé l'Undertaker. Je trouve que c'était l'utilisation les plus intelligentes qu'il y ait eu depuis 4-5 ans. Ça faisait un Ah oui. où je me suis pas dit à la fin, tu vois, pour une fois, ça fait des années que je m'étais pas dit, ah voilà, bah là, le Taker, il s'en est sorti là. C'était pas mal là. C'est bien en fait. Quand il est en mode tag team, bon, il avait été en mode tag team avec Kane contre Michaels et Triple H dans un show en Arabie Saoudite, ça avait été une catastrophe totale. Oui, mais bon, il y avait 150 ans sur le ring, ouais. 200 ans même. Ouais, là, il y avait 2 siècles, vous regarde. Donc, du coup, on était avec Roman Reigns. Roman Reigns, lui, il était la garantie intensité et vitesse un peu. Le Taker, il rentrait pour porter des signatures moves, tu vois, faire plaisir au public. Il ressortait. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien foutu. Voilà. J'ai trouvé que le mec qui a booké le match, eh ben, il l'a booké intelligemment. Shane a pu faire toutes ses conneries habituelles et tout son n'importe quoi. Voilà, et que je te fais un coast-to-coast avec une poubelle et que je te fais un peu tous les trucs possibles et inimaginables. Et puis, bah, là-dedans, pour moi, le MVP de ce match, bon, il y a l'intervention d'Elias, etc. Mais Drew McIntyre, encore une fois, que je désespère toujours de voir en enforceur de Shane McMahon, mais a fait un énorme match, j'ai trouvé. Ouais. Pour moi, c'est le MVP de ce match-là. Il place 2 Claymore Kick à un moment, mais voilà, ça c'était extrême, voilà quoi. Claymore Kick, on sentait, je trouvais dans son regard que il kiffait d'être contre l'Undertaker, quoi. Je crois qu'il y avait de ça, ouais. Je crois qu'il était, il était fier de partager le ring avec l'Undertaker et que ça s'est bien senti et apparemment en coulisses, l'Undertaker est vachement, bah, la bonne, il a la bonne, le droit. Alors donc du coup, ça doit bien aider, quoi. Donc du coup, écoute, une victoire logique et sans appel, avec le bon tombstone des familles pour finir, réussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Taker réussir un vrai bon tombstone, donc c'est toujours bien. Et du coup, ça mettait sur de bons rails c'était pas un match extraordinaire, mais ça mettait sur de bons rails le pay-per-view, j'ai trouvé. Donc, comme j'étais un petit peu à cran avec le pré-show, du coup, l'opener m'a un peu relancé. J'étais content de voir le Shane McMahon perdre. Et puis voilà, pas d'intervention de Kevin Owens. Non. Mais globalement, un match plutôt pas trop mal booké. Alors après, je te pose une question pour te relancer, c'est que moi, il y a un truc que j'ai pas bien compris. On est à Extreme Rules, donc bon, déjà globalement, c'était quoi la stipulation de ce match-là? C'était un no holds barred. Donc dans un no holds barred, est-ce que tu as besoin de faire des tags? Est-ce que tu as besoin je suis pas convaincu par ça en fait. Donc, Ah, j'ai du mal à comprendre pourquoi dans un no holds barred à Extreme Rules, ils doivent se taguer. Tu vois, donc peut-être que j'ai pas bien suivi un truc. Donc tu vas me dire ce que tu en as pensé toi de ça. Alors c'est vrai, mais on en reparlera sur la soirée. C'était pas une soirée très très extrême, malheureusement. Ils l'ont dit au début, hein, ils ont dit no holds barred, il faut qu'il y ait un homme légal. Par contre, bah, du coup, tu peux pas gagner par décompte à l'extérieur, par exemple. Tu peux pas perdre par disqualification. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai trouvé, je me disais bon, un no holds barred là avec l'Undertaker et Shane, et ils vont nous sortir sûrement des tables, des kendo sticks, des machins. Ils ont pas trop joué là-dessus. Ils ont été assez discrets. Même Ouais, quasiment pas en fait, hein, pendant. Ils non, il y a eu la poubelle. Ouais, la poubelle, les chaises. Et c'est globalement à peu près tout. Ils sont allés un peu sur la rampe. Voilà, ils ont fait quelques spots en fait dans différents endroits, mais Hmm. il y a pas eu de table, il y a pas eu de choses comme ça, quoi. Bon, je pense que de toute manière, l'une des consignes de ce match, c'était il faut préserver Mark Calloway, quoi. Il faut qu'il nous tienne encore jusqu'au Survivor Series 2020, parce que je pense qu'en fait, ils fêteront ses 30 ans de règne et de carrière des Survivor Series 2020, et puis là, ça sera peut-être enfin sa vraie retraite. Eh oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Mais moi, je suis encore plus que toi, je pense, parce que t'as l'air d'avoir trouvé le match très honnête. Moi, je suis de l'avis de notre ami Giscal qui nous a laissé ses opinions. Pour moi, c'était une. Moi, oui, j'ai beaucoup aimé cet affrontement. Il m'a fait beaucoup penser oui, à l'affiche qu'il y avait eu avec Triple H et Stephanie contre Kurt Angle et Ronda Rousey. Ça faisait un peu peur sur le papier avec les vieilles légendes, mais ouais, superbe utilisation de l'Undertaker. Je confirme, à mon avis, c'est son meilleur match
depuis très longtemps, parce que pour moi, même le match où il a perdu la streak là, contre Lesnar, ça avait été difficile. J'ai l'impression que c'est son meilleur match depuis celui contre CM Punk à WrestleMania, donc ça commence à faire un paquet de temps. Ah non, il avait eu des bons matchs contre Lesnar après, là, quand il y avait eu une revanche avec un match en cage. Enfin bref. Euh, J'avais pas été, franchement, ouais. j'avais pas- moi, j'avais pas été emballé des masses par cette feud entre Lesnar et l'Undertaker. Mais si tu veux, l'Undertaker, pour moi, là, il est utilisé comme il faut utiliser un mec de cet âge-là, quoi. Ouais. Et là où je trouve que la WWE, enfin, elle a bien joué le coup avec un pseudo retraité, une légende, quoi, et en l'utilisant de manière intelligente, et donc, du coup, ça donne un autre rendu à la télé. Mais c'est ouf, vraiment, enfin, par rapport ah putain, j'ai encore perdu le nom. À Super Showdown, c'est le jour et la nuit, quoi. On a Ouais. vu ce que ça fait déjà d'avoir des mecs qui savent catcher face à lui et qui prennent plaisir. Parce que là, quand Elias, il prend le choc slam, voilà, il super bien, il le scelle à mort. Euh, même Shane, Shane, c'est un guignol, il ouvre grand les yeux, il écarquille, il saute dans tous les sens. Et ouais, là pour moi ça transforme le futur de l'Undertaker. Tu te dis jusqu'à présent, putain, s'il nous faisait peine à voir. Là, je sais pas du tout quand il reviendra. Hein, c'est ce qui sera là sur Survivor Series à SummerSlam, est-ce qu'il sera là à Jeddah pour le prochain. Mais en tout cas, ça donne envie de le revoir. Et j'ai beaucoup aimé la soirée. Drew a été énorme. Il y a un moment que j'ai adoré justement, c'est à la fin, juste avant que McIntyre prenne le spear de Roman Reigns, quand l'Undertaker est tout seul au milieu du ring, qui vient de mettre le choc slam à Elias et à Shane. En fait, tu vois en arrière-plan, en flou, Drew qui remonte sur le ring et qui le regarde, qui est en train de le prédater, d'attendre qu'il se retourne Undertaker. Et là, c'était génial. J'ai trouvé ce. Ils ont beaucoup joué sur les images visuelles dans ce show. On en parlera tout à l'heure, mais il y a images visuelles, c'est un peu un pléonasme, mais ils ont beaucoup joué sur ça, sur des photos quoi, qui vont marquer un peu dans les mémoires. Et je trouve que l'opener avait été très très bien réussi là ce soir-là. Et bravo à tous les quatre. Hein, moi, j'ai envie de dire. Ouais, je me joins à tes congratulations. Allez, bah écoute, on va continuer sur du catch, évidemment, de haut niveau, en tout cas réputé pour être de haut niveau, puisque là on a le best des tag teams qui s'affrontent. Nous sommes officiellement pour les ceintures de Raw. Oui, non, d'ailleurs je dis officiellement, mais oui, ce sont des catcheurs qui sont officiellement à Raw, malgré la fameuse wildcard rule. Donc les champions s'appellent les Revival. Ils affrontent les Usos dans un match qui n'a pas vraiment trop connu de rivalité. Enfin, si, c'est une longue rivalité à base de piment, de crème pimentée dans le slip, mais bon. Ça donne un vrai match sur le ring. Et quand je dis un vrai match, on a eu un bel affrontement tout de même. Au début, les Usos prennent largement le dessus. Ils dominent, ils placent des doubles kicks, ils placent leur double projection tous les deux par-dessus la troisième corde. Mais les Revival réussissent à prendre le dessus. Jay est isolé tout seul. Il y a un tag qui n'est pas vu par l'arbitre. Donc malheureusement, le pauvre Jay il continue à devoir subir pendant un long moment. Dawson, à ce moment-là, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, mais c'est très drôle. Quand l'arbitre s'est retourné après le tag qu'il n'avait pas vu, il a fait semblant d'avoir été attaqué et d'être KO, mais ça n'avait pas trop d'intérêt à part de faire le clown, mais ça a l'air d'être un très grand clown, Scott Dawson. Bref. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Oui, Jimmy Uso finit par rentrer, par remplacer son frère, il est chaud. Il affronte Dash Wilder. Il y a un bel enchaînement entre les deux d'ailleurs. Les Revival sont très en forme. Ils placent un superplex, puis un splash. Donc l'un, je crois que c'est Scott Dawson qui fait le superplex sur le Uso et Dash Wilder qui fait le splash. Mais c'est un near fall qui est contré, sauvé par Jay Uso. Bien, au final, on arrive un peu de nulle part, alors que le rythme est très intense, à avoir un Shatter Machine. Shatter Machine, le finisher des Revival. 1, 2, 3 victoires des champions qui confortent donc leur titre et qui, mine de rien, ça y est, hein, je crois que tu l'appelais de tes voeux, hein, Chris, que les champions aient l'air forts, là c'est mission accomplie. Ouais, c'était un bon match, ça. C'était un Mm. match sympa. Alors bon, encore une fois, absence totale de stipulation, mais Oui, hormis le fait que c'est un match de championnat. Mais bon, en match simple, en tout cas, on a eu un bon match tag team. Voilà, avec des forces bien, des mecs qui effectivement se reniflent depuis des mois et des mois, se sont déjà affrontés et tout ça, quoi.
Donc du coup, on a eu un match bien solide. J'ai pas le temps en tête. Là. Ça m'a paru en tout cas bien équilibré et tout ça, quoi. Et puis bah, quand même, les Revival gagnent clean. Donc ça, c'est bien aussi. Ouais. Tu vois, pour un peu renforcer un peu les champions, c'est pas mal, quoi, de gagner clean, surtout face aux Usos, quoi, qui sont quand même dans la top card de la Tag Team Division depuis tant d'années maintenant. Ah oui, Donc, puis là, c'est clean, clean, quoi. Ils ont pas triché, ils ont pas. Bon, à part le tag pas vu, mais ça, c'est une erreur d'arbitrage. ouais. Et puis ça, voilà, quoi, c'est les filouteries des heels, hein, c'est comme ça. Ouais. Donc, écoute, ouais, voilà, un bon match, solide, c'était très bien, parfait. Ouais, voilà, bah écoute, là, moi, je me joins encore à tes félicitations pour celle-ci. J'ai beaucoup aimé le match. J'ai beaucoup aimé que les Revival soient forts comme ça. Voilà, les Usos, bon, ça fait des années qu'ils sont excellents, mais ouais, on a eu des vrais enchaînements individuels, j'ai trouvé, notamment Dash Wilder, là, quand il est contre. À un moment, il a contré, je sais plus trop ce qu'il a contré, mais il a passé une powerbomb qui était assez sympa. Scott Dawson, ça a l'air d'être un. Ouais, voilà, lui, il est fait pour faire du comedy wrestling, mais il arrive à être sérieux. Très belle affiche, donc ouais, bah, c'est vrai que c'est Extreme Rules et qu'il n'y a rien d'extrême là-dedans, mais c'est de l'extrêmement bon catch, on peut dire ça, et les Revival, ils sont... Je trouve que les commentateurs, surtout quand ils mettent beaucoup l'accent sur le côté il a même dit que c'est une tag team élite, donc voilà, on joue sur l'ambiguïté avec la AEW, bah là on a eu un match qui tient tout à fait le pavé, qui tient tout à fait le niveau qu'il y a dans les autres divisions à ce sujet. Ouais. On avait une drôle de soirée, effectivement. Parce qu'on nous parle d'Extreme, mais en fait, on a pas mal eu du catch d'Estet. Le match suivant est dans le même style. Aleister Black sort de sa grotte, puisqu'on a frappé à sa porte. Et celui qui a frappé à sa porte, on le sait depuis la semaine dernière, c'est Cesaro. Donc là, c'est un match totalement pareil. Hein, y a pas de, voilà, c'est pour la gloire, c'est pour la beauté du geste. Voilà, les deux hommes veulent le fight. Aleister Black, dès que ça sonne, dès que la cloche retentit, il esquisse un Black Mass, mais bon, c'est évité. Il va quand même prendre le dessus pour le moment. Pour le début du match, en faisant un moonsault à l'extérieur du ring. Cesaro, lui, va enchaîner des manchettes et des clotheslines assez impressionnantes. Aleister Black lui répond par des kicks. Il y a un moment où Cesaro réceptionne Aleister Black, il le projette dans le ciel et il fait un uppercut monumental. Ça fait un near fall avec le pied qui touche les cordes. Black se retrouve à travailler le genou de Cesaro, parce que Cesaro a un genou qui, ouais, il a kické à plusieurs reprises le genou. Sa jambe gauche, Cesaro va même lâcher sur certaines prises. Il y a un knee-bar qui est contré par Cesaro, qui le retourne en sharpshooter, ça c'était pas mal. Puis en crossface, on a un enchaînement de soumissions. Le Suisse a l'air dominateur, il tente un neutralizer, mais malheureusement, il est contré par un Black Mass et un peu sorti de nulle part. Et ben, Aleister Black finit par remporter cette rencontre, donc une rencontre de prestige. Et voilà, il est de retour, le Suisse s'est battu, mais qu'est-ce que t'en penses? Le Suisse sort la tête haute? Ah ouais, mais c'était sûr que ça allait être un bon match de toute façon. Enfin, moi, j'avais pas de doute sur le fait que ça allait être un bon match, quoi. Mais là, tu vois, là, les deux gars dans le ring, là, pouvaient que me faire rêver, merde. C'était, Ouais. voilà, on était à Extreme Rules et un match simple, voilà, encore une fois. Pas de stipulation, rien du tout, juste sur le principe du retour d'Aleister Black après avoir passé faire des caméos tout seul, enfermé dans une pièce à attendre que quelqu'un lui toque à la porte. Bah, Oui, ouais, c'était un peu triste. c'est un peu triste hein, quand même. Hein. Donc, du coup, Cesaro est venu taper à la porte et merci Cesaro, quoi, parce que du coup, bah, on a eu droit à un beau match de catch, quoi. Bon, encore une fois, pas très très long, mais vraiment avec certains passages assez. T'as parlé du gros uppercut de Cesaro, mais on a eu, de toute façon, on a eu une collection là de leurs moveset aux deux mecs. Et avec du taunt, avec tout ce qu'il faut, quoi. Donc c'était plutôt bien. La foule était bien dans ce combat. Il y a eu... Ouais. On n'était pas tellement dans un alignement heel-face, là, on était plutôt dans un alignement Cesaro versus Black. Donc il y avait une partie de la foule qui était partie de la foule pour le Suisse, une partie de la foule pour le Hollandais. Et puis bah voilà, c'était notre match un peu européen, quoi. Alors Ouais. on avait un Hollande-Suisse dans un pay-per-view de la WWE. C'était plutôt sympa. Ouais, j'ai bien aimé ce match.
une victoire normale d'Aleister Black parce qu'il faut bien le crédibiliser après justement tous ces caméos depuis des semaines à SmackDown. Donc c'est très bien. Je pense pas du tout que ça apporte préjudice à Cesaro parce que de toute façon Cesaro il a un petit côté jobber to the stars. Hein. Souvent quand on a de valeur quelqu'un, on va chercher Cesaro quoi, pour mettre en valeur. Hein. Donc Ziggler aussi est un peu Ziggler, Cesaro, tout ça c'est des mecs qui sont capables de faire briller un mec quoi et de pas perdre de crédibilité derrière quoi. Donc pour moi c'est peut-être pas forcément gagnant-gagnant parce que Cesaro a perdu quand même, mais pour moi ça relance en tout cas quoi qu'il arrive bien ces deux mecs que j'aime beaucoup. Ouais, mission accomplie. Moi, j'ai de toute façon vu la gimmick qu'ils étaient en train de mettre sur Aleister Black, ça me paraissait très très difficile, très improbable qu'ils perdent. J'ai beaucoup aimé l'affrontement. Cesaro, ouais, tu l'as dit, que ce soit contre Ricochet, ben on l'aura vu faire, hein, contre Ricochet, contre John Cena dans son temps. Enfin, il fait souvent des très très gros matchs, il finit par perdre. J'espère toujours un jour que le vent tourne et que Cesaro connaisse, alors peut-être pas une Kofi Kingston, mais au moins un moment de règne en solo. J'espère que ça va être le cas. Il y a de la place pour cet été, cet automne. Je pense que le public a été convaincu. Je pense qu'on est tous chauds sur cet affrontement. Moi, j'ai trouvé, alors tu disais, ils ont dévoilé tout leur moveset, mais j'ai trouvé que Cesaro faisait preuve de pas mal d'inventivité, notamment là dans les soumissions qu'il a tenté. Il a pas du tout fait quand le tour de manège là, quand je sais plus comment il appelle ça, mais quand il attrape le catcheur par les jambes et qu'il fait tourner, il l'a pas fait sur Aleister Black. Mais ben ouais, alors match pour la gloire, à voir ce qu'ils vont donner pour les deux. Il y a des affrontements, il y a des combinaisons possibles, il y a peut-être une association, ça pourrait faire une belle équipe, mais on sait pas trop encore. Parce que là, non, tu les pas ensemble. En tout cas, moi, je suis pas pour ça. Hein. J'espère pas qu'on va avoir une feud entre les deux pour nous mener à une équipe, parce que là, moi, je voudrais aller voir des runs solo, là, justement. Ouais, c'est vrai. En plus, je pense pas que Cesaro, s'il reviendra en équipe, je pense qu'il attendra que Sheamus revienne un jour de blessure, si un jour c'est Sheamus. Mais en tout cas, moi, dans l'instant présent, j'ai absolument pas envie de les voir. En fait, de toute façon, je n'ai jamais eu envie de voir Aleister Black. En équipe. Déjà. Quand il était avec Ricochet, je trouvais que c'était une connerie sans nom de les avoir mis tous les deux ensemble. Donc moi, j'attends un run solo d'Aleister Black. J'aimerais bien le voir dans la title picture de genre de l'Intercontinental déjà, quoi. Ouais, contre Nakamura, pas mal. Ouais, un petit Aleister Black Nakamura, moi je signe, hein. Franchement, je signe. Et si tu peux ajouter Cesaro aussi là-dedans, ouais. Quatuor Cesaro, Baylor, Nakamura, Aleister Black, là, on a 4 mecs là, un peu comme où l'Intercontinental avait Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro et le Miz, tu vois. Ouais. Bah, ça pourrait être un beau Fatal 4-Way là, tu vois, pour le titre intercontinental. Ah, moi j'aurais des idées pour le booker, le titre intercontinental. Allez, bah c'est booké, c'est vendu, ça y est. Vince qui nous écoute a mis un pouce là, donc c'est bon, c'est ok. Merci Vince. Voilà, c'est bon pour toi, Chris. Et donc on va pouvoir passer à la suite. Alors rapidement en coulisses, on croise R-Truth qui cherche désespérément Hans Vogel qui détient sa précieuse ceinture. Bon, on aura compris bien sûr qu'il parle de... Ah putain, mais j'ai des trous ce soir, excusez-moi pour ma vulgarité. J'allais dire Rockstar. Oui, j'allais dire Rockstar Spud, mais oui, Drake Maverick, bien sûr, il s'appelle. Mais bon, il est en lune de miel, hein, celui-ci, évidemment. Il croise Nikki Cross et Alexa Bliss. Alors, Alexa Bliss, elle a un beau cadeau pour Nikki Cross, c'est un beau t-shirt. Elles ont le même t-shirt, puisque ce soir, elles affrontent toutes les deux Bayley dans un 2-on-1 handicap match pour le titre féminin de SmackDown. Alexa Bliss promet qu'elles vont devenir co-championnes. On se souvient les dernières en date. C'était Michelle McCool et Layla, ça commence à remonter, hein, on n'est plus très jeune. Et au passage, alors juste pour l'anecdote, mais pour le préciser, Nikki Cross et Alexa Bliss croisent les Street Profits, donc les champions tag team de NXT qui apparaissent petit à petit dans le main roster et qui se font un peu sermonner par Nikki Cross quand ils essayent de remettre en question un peu la loyauté d'Alexa Bliss. Bon, on passe au match. Voilà, donc a priori, un 2-on-1 handicap match, ça serait une stipulation plus ou moins extrême pour Extreme Rules. Et pourtant, c'est Bayley qui attaque fort, qui veut prendre le dessus, mais alors elle a un peu du mal à comprendre les tags, donc elle va vite être dominée, elle se prend l'escalier, elle se retrouve coincée là entre les draps du ring et puis le ring. Bliss va longuement dominer Bayley, va un peu se moquer d'elle, mais
Bayley réussit à passer par-dessus la troisième corde sur Nikki Cross. Ensuite, elle envoie Alexa Bliss sur Nikki Cross sur le ring. Elle leur tente même une prise de soumission aux deux en même temps, mais Bliss réussit à s'en sortir en mordant. Et quand même, au final, Bayley se débarrasse d'Alexa Bliss, place son elbow sur Nikki Cross. Et bah donc, 1, 2, 3, elle a beau être toute seule, Bayley s'est débrouillée comme une grande. Elle a gagné contre Nikki Cross et Alexa Bliss. Les deux ont été assez loyales entre elles, pas de tension, pas de dispute post-match. Donc, ça manque pas un petit peu d'extrême tout ça. Boring. Boring. Alors là, je me suis mais carrément fait chier pendant ce match, quoi. Mais alors un truc de fou, quoi. Ça ne m'a absolument pas intéressé. Cette feud ne m'intéresse pas, cette rivalité ne m'intéresse pas. J'ai jamais réussi à accrocher l'histoire avec Nikki Cross et Alexa Bliss. Je l'avais déjà donné dans mes flops, je crois, dans certains Raw ou je ne sais plus où, quoi. Et vraiment, ça ne m'a pas du tout intéressé. Et puis en même temps, Bayley, c'est bizarre. Enfin, j'ai jamais été inquiet pour elle. Elle a gagné quand même relativement facilement, quoi. Ça a été un match assez rapide. Oui. Elle avait beau être à 2 contre 1, bah finalement, moi j'ai eu envie de te dire que Bayley s'est un peu trimballé dans ce match, quoi. Voilà, quoi. Vraiment rien qui a réussi ni à m'inquiéter ou à me donner un semblant de suspense, voilà, tu vois. Ouais. Bon, voilà, là, mais je n'ai trouvé aucun intérêt à ce match. Et quand quand la cloche a sonné pour donner la fin, très bien. Passons à autre chose. Voilà. C'était voilà. Bon, Bayley conserve, c'est tant mieux. Il vaut mieux que ça soit elle qui détienne le titre là, parce que tu vois là, très franchement, Alexa Bliss, elle n'est pas du tout en condition physique à mon avis. Elle sort de blessures, de maladies, de tout ce que tu veux. Donc elle n'est pas vraiment géniale dans le ring en ce moment. Et Ouais. Nikki Cross, c'est pas du champion material, quoi. Ah bah Donc, pas déjà, c'est sûr en tout cas. en tout cas, pas déjà. Donc, quoi qu'il arrive, j'étais bien content de voir Bayley garder la ceinture dans des conditions pareilles, quoi. Donc, j'espère qu'on va passer à autre chose pour les femmes au niveau de SmackDown. Ouais, on verra. On sait pas trop. On peut à peu près espérer. En tout cas, moi j'espère. Moi j'ai bien aimé la feud dans le sens où j'aime beaucoup Alexa Bliss au micro et j'aime bien aimé. J'ai trouvé rigolo certaines interactions avec Nikki Cross. J'aimerais bien qu'ils nous la mettent dans la division tag team féminine, mais cette division n'existe plus. Hein, je pense qu'on peut le dire honnêtement. Donc bon, oui, le match n'avait pas grand intérêt. Comme tu dis, bah c'est un petit peu comme quand Roman Reigns affrontait, je vais être sévère, mais quand Roman Reigns affrontait la B-Team en handicap, le handicap avait plutôt l'air d'être du côté des deux contre le 1. C'était pas, ouais. Ouais, des fois, ils font n'importe quoi dans les handicap matchs. Je me rappelle d'un triste match où CM Punk avait battu les 3 membres du Shield, quoi. Eh oui. C'était complètement ahurissant, quoi. Enfin bon, ils font des choix comme ça sur les handicap matchs à la WWE, c'est un peu particulier des fois, quoi. Le fameux match où Roman Reigns devait look strong. Damn Et là, it. pour le coup, bah, Bayley garde le titre, voilà, et c'est tant mieux pour SmackDown, hein, Oui, franchement. bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Écoute, on va voir si ça look strong, puisque là, on va arriver au segment des Golgoth, des Goliaths, Braun Strowman et Bobby Lashley. Alors, ils nous ont tout fait ces dernières semaines. Ils ont tiré à la corde, ils ont fait du bras de fer, ils ont fait un jeu d'échecs, un puissance 4, ils ont fait tout ce qui était possible. Ils sont passés au travers des projecteurs, des projectiles, de la pyrotechnie. Bref, pour régler tout ça, last man standing match. Et là, on a eu droit à ce qu'on appelle un match un match de salle, quoi, hein, parce que là, c'était vraiment fait pour Philadelphie. On a eu quasiment jamais de présence sur le ring. Et la semaine standing match, ça peut se passer partout. On est dans une stipulation extrême pour le coup. Ça commence très vite. Braun Strowman, il prend Bobby Lashley, il l'envoie sur les barricades à l'extérieur du ring. Strowman, il s'amuse à faire ses tours de ring là pour faire son coup d'épaule de bélier, mais il est contré par un spear de Bobby Lashley. On monte dans les escaliers. Donc là, on monte dans les escaliers, c'est complètement Bobby Lashley qui domine et Strowman qui essaye de fuir. Mais Strowman va réussir à passer une suplex sur Lashley sur un mur de merchandising, donc à travers les t-shirts. Du coup, on redescend dans l'arène et ce coup-ci, c'est Braun qui domine et Bobby Lashley qui essaie de fuir. Euh, Bobby Lashley fait un spear qui passe. Non, c'est pas un spear. Il attrape Braun Strowman, pardon, par les jambes et il va le
il va courir pour lui faire traverser la barricade. Donc là, il y a des holy shit qui commencent. Et c'est pas fini. Bobby Lashley renverse une table des commentateurs pour coincer Braun Strowman, puisqu'on compte régulièrement, là j'accélère, mais l'arbitre compte jusqu'à 10. Braun Strowman a l'air complètement coincé. D'ailleurs, je me souviens que c'était... moi, je me souviens moins du Big Show qui est perdu dans une stipulation comme ça, où il était coincé comme ça par la table qui avait été penchée. Mais non, Braun Strowman réussit à se glisser sous la table et à se relever avant la fin. Par contre, il attrape Bobby Lashley et il le projette à travers la table des commentateurs internationaux. Alors là, j'ai pas trop compris si c'était les Japonais, les Chinois ou les Indiens qui avaient pris sur la gueule, mais il y en a qui ont pris cher. Bref, on continue dans les bastons dans les gradins. Et tout d'un coup, je sais pas trop où on était, si c'était dans une rangée VIP ou si c'était un endroit pour les handicapés, les fauteuils roulants. Il y a une sorte de petite barrière. Braun Strowman prend Bobby Lashley, il fait un power slam, il saute dans le vide. Alors c'est pas très haut, mais on passe à travers une barrière. C'est très impressionnant visuellement. L'arbitre compte alors qu'on ne voit plus du tout ni Strowman ni Lashley, donc on sait même pas, c'est René Young qui fait remarquer ça, on sait même pas, c'est un compte à l'aveugle, on sait même pas s'ils sont allongés ou debout. Une énorme image visuelle là qui va faire le déclip, c'est Strowman qui déchire cette espèce de voile et qui apparaît à travers la barrière tout d'un coup. Et Lashley, lui, est resté mort, agonisant, couché au sol. Donc, Braun Strowman gagne ce Last Man Standing match avec de la testostérone à fond et ballon. Je sais que notre ami Giscal a beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Chris? Alors là, ouais, on était au level 150% de testostérone, quoi. Là, tu pouvais pas faire plus de testostérone que ce qu'ils ont donné. Alors, c'était la première stipulation un peu extrême du pay-per-view. Euh, j'ai bien aimé le public en particulier pendant toute la période où ils sont dans les couloirs et dans le stand de merchandising, là, où le public qui était présent à cet endroit-là était particulièrement chaud, quoi. Et c'était bien délire tout ce passage-là, quoi. Moi, j'ai bien aimé, quoi. Cette souplesse à travers les t-shirts. Ouais, elle était belle, ouais, ça m'a fait. C'est marrant, ce match-là, en fait, il m'a fait beaucoup rigoler, quoi. Je me suis beaucoup marré, en fait. Et dans un last man standing, c'est pas mal, parce que ça peut être une stipulation un peu relou, des fois, tu vois, le compte de la radio, tous les machins. Mais en fait, enfin, les deux mecs sont tellement énormissimes physiquement, quoi, que du coup, en fait, moi, j'ai eu un bon entertainment, parce que du coup, je me suis bien poilé à aller voir se démolir de cette manière-là. Puis la foule de Philadelphie, quand même, qui nous a gratifié dans l'IC-Dub, Tony Truant, là, sur la fin, là. Ça a duré je sais pas combien de temps, quoi. Ils étaient au taquet. Alors, par contre, il y a un truc qui m'a pas du tout allé, c'est qui n'a pas du tout, c'est dans les commentaires. Parce que il y a un truc que je ne comprends pas, c'est il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi Strowman est présenté toujours comme le grand blessé, toujours présenté comme le grand blessé la fameuse fois où il est passé à travers le Titantron à Raw. Et du coup, ils n'arrêtent pas d'insister là-dessus, alors que bon, je comprends pas que c'est Lashley qui s'est pris le spire et c'est Lashley qui aurait dû être gravement blessé. Mais c'est pas le cas. Donc du coup, écoute, voilà. Au final, c'était un last man standing de bonne qualité, avec des spots assez délirants, un Braun Strowman qui termine vainqueur, et voilà, ouais, c'était un bon. Ça, j'ai pas noté le temps, mais finalement, le match est passé assez vite, et c'était plutôt bien. Ouais, c'était une rencontre de testostérone, effectivement. Moi, j'ai bien aimé l'affrontement. Il y a eu des petits moments un peu longs. Moi, toujours un problème avec les Last Man Standing. De toute façon, moi, quand ils partent dans la foule, j'ai toujours un peu de mal. Je me dis, ah, on sait que ça se finit jamais, qu'un match comme ça se finit jamais tout en haut dans le merchandising, par exemple. Donc, je me dis, ah, ouais, ça va être toujours un moment un peu boring, là où ils se courent après, mais pas en courant, où ils se donnent un petit coup de poing, puis l'autre, il avance de 10 mètres, puis l'autre, il donne un petit coup de poing, puis voilà. Puis on réavance. Mais sinon, mission accomplie. Voilà, c'est ça qu'on veut voir quand on a deux mecs aussi costauds qui s'affrontent. Je crois que c'est le meilleur match de Bobby Lashley à la WWE depuis qu'il est revenu. Donc là, il trouve sa vraie place. Ça fait une feud, mine de rien, qui est assez longue. Je regarde juste un peu l'absence d'enjeu. Enfin, c'est drôle, on a des stipulations très fortes pour les matchs qui n'ont aucun enjeu. Mais bon, c'est pas grave. On a passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. J'espère qu'on va passer à autre chose. Cela dit, Braun Strowman, c'est vrai que c'est toujours un personnage un peu bizarre, très très populaire, mais pas très
utilisé, toujours pas de palmarès de ouf. Bon, pour ce soir, on est bien, on a bien rempli la mission, et puis je pense qu'on peut aisément passer à la suite. L'affrontement a été de qualité, le contrat est rempli. Et puis Vince a dû bien aimer tous ces beaux hommes, Tout transpirant et tout costaud, et tout musclé. c'est bon pour toi, on passe à la suite? La suite, donc, La suite, c'était le match tag team de SmackDown. c'était un triple threat, un triple threat tag team, ça doit être un match extrême aussi à la WWE, visiblement. Donc les champions, c'est Daniel Bryan et Rowan. Ils affrontent Heavy Machinery et les New Day qui ont réussi à s'incruster là-dedans. Donc évidemment, c'est Kofi Kingston et c'est pas du tout Kofi Kingston, pardon, c'est Xavier Woods et Biggie. Donc c'est une affiche compliquée comme toujours, puisqu'on a les deux seulement enquêteurs sur le ring à la fois. Il faut un peu taguer son adversaire, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc au début de ce match, c'est Xavier Woods qui prend assez cher. Il y a Tucker, il y a de Heavy Machinery, Daniel Bryan et Rowan qui vont lui faire un petit peu tout ce qu'ils veulent, des soumissions, etc. Puis on a l'arrivée de Otis, donc le gros de Heavy Machinery, celui qui dit tout le temps "Oh yeah", et qui a comme spécialité, vous le savez, il va le faire à Daniel Bryan. Il passe son Caterpillar sur l'ancien champion du monde de la planète. Donc voilà, le Worm, ça plaît pas mal à la foule. Ensuite, Heavy Machinery, ils sont très dominateurs. C'est vraiment un peu le message du match. Ils ont réussi à placer une prise à 2 sur Biggie. Et donc, ils prennent un peu Biggie en charge. Lui-même, Biggie aura un moment fort quand il va envoyer Rowan et Bryan à l'extérieur du ring. Il saute sur eux, donc voilà, 3 catcheurs hors du ring. Otis fait mine de courir pour se projeter lui aussi, mais non, quand même, il n'a pas le gabarit assez virevoltant, donc il enjambe les cordes. Et ensuite, il saute quand même sur tout le monde. Tucker, il se met debout sur le turnbuckle et plonge aussi dans la foule. Donc on a notre série de plongeage suicidaire. Heavy Machinery maîtrise. On a un bel affrontement entre Bryan et Biggie. Biggie encaisse les coups de pied de Bryan et lui vas-y continue encore. Et tout d'un coup, sorti de nulle part, Biggie qui résiste et qui réussit avec Xavier Woods à placer le Midnight Hour 1, 2, 3. Je sais même plus sur qui, je crois que c'était sur Bryan, mais je donne pas ma main au chat, comme on dit. Le New Day est champion. Allez, vas-y, Chris, écoute. Victoire du New Day. 6e titre, si j'ai bien compris. Là où les Usos n'ont pas réussi, plutôt le New Day, voilà, nouveau champion. Tag team, c'est plus Bryan et Rowan, ça change un petit peu de main. Et Heavy Machinery, beau perdant. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'était pas mal ce match. Encore une fois, malheureusement, c'est un Extreme Rules, pas de stipulation, mais 6 stipulations, ils sont en ODQ. Comme c'est un triple threat, ils sont en ODQ, donc venir se protéger dans les cordes, etc., ça marche pas. Donc dans ces cas-là, pourquoi faire des tags? Encore une fois, encore un truc qui m'a posé un problème. Quoi. Mais sinon, par contre, le match en lui-même était vraiment bien, vraiment simple. Là, vraiment, c'est la folie. Et je pense qu'on a eu un des meilleurs tag team en pay-per-view depuis le début. Voilà, c'était extrême, voilà, c'était extrême. Mais bon, c'était plutôt sympa. Je pense qu'on est face à une espèce de prise de pouvoir des New Day avec Kofi champion, avec l'équipe tag team, la 6e titre quand même, quoi. Donc bravo, félicitations au New Day. Je ne vois que ça. Donc prise, champion les New Day. Moi je m'attendais pas trop. Je me pensais que c'était plutôt comme les Usos là, le genre d'équipe qui avait fait un peu leurs belles heures. Mais bon, maintenant il y a toute une histoire avec Kofi Kingston, donc je les voyais pas champions du tout. C'est intéressant pour la suite. C'est vrai que c'est compliqué ces stipulations. Notamment, il y a un moment là où il y a, je sais plus trop, je crois que c'est Rowan qui est assis sur le turnbuckle, et puis on essaye de lui faire une sorte de prise, et puis Bryan il vole un tag. Je me dis mais comment ils font en fait les mecs pour savoir qui est légal ou pas, que ce soit l'arbitre ou les catcheurs sur le ring? C'est un peu le bordel. Et en même temps, comme tu l'as dit, il n'y a pas de disqualification. D'ailleurs, Bryan le dit à un moment, hein, il dit no disqualification, et il se met à tirer Xavier Woods par la bouche, en fait. Il lui met les doigts dans la bouche et tout.
Donc ouais, on se demande pourquoi les heals sont pas plus heals dans ces cas-là quand il n'y a pas de DK. Mais bon, crachons pas dessus. L'affrontement était bon. Heavy Machinery, pour moi, ils montrent qu'ils ont leur place dans cette division, même si je les vois pas en champion de suite, et tant mieux. Ils commencent un petit peu. Enfin, Otis, la gimmick va me fatiguer, je pense, assez vite là avec ces oh yeah là. C'est bon, c'est du catch. Catch un peu à l'ancienne, tag team un peu à l'ancienne, mais c'était agréable quand même d'avoir ces oppositions de style-là et c'était assez dynamique. Juste après, New Day, nouveau champion, ils sont interrogés en coulisses. Je sais plus, c'est pas Charlie Caruso, mais c'est une autre. Mais ils se font voler le micro, par Paul Heyman qui arrive directement sur le ring. Paul Heyman est là, la foule est en folie. Il nous rappelle que Philadelphie, c'est lui, que le catch extrême, c'est lui, puisque évidemment c'est le créateur de la ECW dans cette ville-là. Et il nous dit, qu'est-ce qui serait mieux que Brock Lesnar qui est là ce soir et qui cash in pour devenir champion du monde ou champion universel ce soir. Donc la foule est en folie et puis là quand même il leur fait un petit twist en leur disant ouais mais d'après vous est-ce que je suis en train de dire la vérité ou est-ce que je suis Paul Heyman? Ah, en tout cas il repart comme ça et moi j'ai trouvé ça assez bien joué. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce court passage de Paul Heyman? Ouais, c'était attendu parce que dans les weekly, il avait annoncé Qui serait là? qu'il serait là, ouais, qu'il allait se passer quelque chose à Extreme Rules. Donc, si tu veux, j'étais pas vraiment surpris de le voir débarquer. Mm. Il nous annonce le cash-in. Donc, voilà, du coup, c'est pour essayer de te suspendre un petit peu, tu vois, jusqu'à la fin du pay-per-view, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, bon, ça a marché. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il avait annoncé sans l'annoncer. C'était pas mal joué la phrase à la fin. Ouais, peut-être que je me fous de votre gueule en fait. C'était assez Paul Heyman. À Philadelphie, il se faisait plaisir, il était. Oui. C'est un terrain conquis, comme on dit, ouais. Et c'est pas tout pour tout de suite, la possibilité du cash-in ou non. Il nous reste encore 4 matchs, et oui. Le premier, c'est un match pour le titre américain, le titre US. Donc le nouveau champion s'appelle Ricochet, un champion qui divise. Giscal le déteste. Chris, toi tu l'adores, je le sais, depuis les grandes heures de la Lucha Underground. Donc il affronte AJ Styles. AJ Styles qui est accompagné du club, mais c'est encore un match à stipulation simple, donc le club ne peut pas vraiment intervenir. Ils interviennent au début, avant que la cloche sonne, ils attaquent tous les deux, Gallows et Anderson, ils attaquent Ricochet, mais AJ Styles a dit non les gars, arrêtez, voilà, c'est bon, je m'en occupe. L'affrontement commence, Ricochet domine énormément, j'ai trouvé. Surtout, il virevolte, évidemment, il est insaisissable. Il est très très fort pour éviter tout ce que fait AJ Styles. Donc, il contre tout. En fait, il arrive à éviter un phénoménal forearm. Il arrive à éviter un Styles Clash aussi. Il y a un moment donné, alors ça sort un petit peu de nulle part, il fait un suicide dive sur le club alors qu'il était en train de dominer. Donc, il aurait largement pu peut-être placer une prise un peu plus létale sur AJ Styles pour être sûr de tuer le match. Surtout qu'en plus, si le club l'attaquait, il gardait sa ceinture, donc c'était pas très dangereux en fait au final. Bref, toujours est-il que il s'en sort pas mal, le petit jeune. Il va même jusqu'à placer un shooting star press sur AJ Styles. Alors là, ça sent la victoire. Sauf qu'au moment du tombé, Styles a le pied sous la corde. Ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé en Weekly quand c'était Ricochet qui avait le pied sous la corde. C'est Karl Anderson qui fait remarquer ça à l'arbitre. Ça tend un peu Ricochet, il essaye d'intervenir, il essaye d'attaquer à nouveau le club. Il se fait avoir, il est pris dans un Styles Clash sur le turnbuckle. Donc AJ Styles est debout au niveau de la deuxième ou de la première corde, je sais plus trop. Il est pas face au ring, il est dos au ring, donc il saute en arrière pour faire le Styles Clash. Une combinaison que moi j'avais jamais vue et une combinaison qui sera mortelle pour le pauvre Ricochet. C'était donc bien un petit règne de transition pour l'ex Prince Puma. AJ Styles est devenu vil, AJ Styles est toujours aussi bon et donc AJ Styles triple champion US. C'était pas vraiment extrême là non plus, mais est-ce que c'était très bon, Chris? Est-ce que ça a rempli tes attentes sur cette affiche? Est-ce que Ricochet t'es toujours conquis, donc est-ce que Ricochet t'a plu? Bah ouais, le match m'a plu. C'était j'ai trouvé que c'était un excellent match, mais bon, petite déception de la défaite du jeune Ricochet, parce que moi j'aurais voulu garder ce titre et que
Je pensais qu'il allait avoir une DQ, quoi. Je pensais quand même, moi, je pensais qu'il allait gagner par DQ. Mm. Mais bah non, en fait, ils ont décidé de donner le titre à AJ Styles, quoi. Et voilà. On va dire que c'est la star confirmée qui reprend la ceinture, quoi, face aux jeunes qui montent. Donc, bon, je me dis que Ricochet, il va avoir d'autres shots et Oui. qu'il reviendra, que c'est pas trop terrible de perdre un match de titre US face à AJ Styles. Donc c'est pas trop grave d'avoir perdu ce match-là. Après, Ouais. je trouve qu'il avait déjà fait de bons matchs à Raw et ce match de pay-per-view a confirmé. Bon, j'entends Giscal d'ici là des kilomètres et des kilomètres en train de rigoler, en train Ah, je l'ai vu, il insulte Ricochet sur les réseaux sociaux, sur le cahier de match, il dit je l'ai vu, j'ai lu des mots comme coquille vide, Salaud. le peuple aura ta peau, Giscal, moi je te le dis quoi. Arrête de dire du mal de Ricky. Ah, tu te fais mal à la gorge, Chris. Ah oui, tu vois, j'en perds ma voix, quoi, tellement je suis outré par les attitudes de Giscal, quoi. Mais c'est un scandale, mes amis. Non, ouais. On a eu un match simple, voilà, de très bon match simple de pay-per-view. Voilà. Là, le club, c'était parfait, parce que, Oui. hormis Ricochet, si tu veux, moi, j'aime aussi AJ Styles, j'aime ce principe d'avoir reformé le club. Ça va nous emmener vers pas mal d'histoires, je pense, cet été et à la rentrée qui vont être plutôt sympas. AJ Styles en heel, c'est parfait. Donc, écoute, on a un nouveau champion US et c'est très bien comme ça. Ouais, moi aussi, ça m'a bien conquis, ça m'a bien convaincu. Moi, j'ai trouvé au contraire que Ricochet a prouvé, bon, ça fait plusieurs semaines qu'il montre que c'est un très très grand catcheur, mais là, il a sorti un très bon match. Moi, je le trouve, contrairement à ce que dit Giscal, qui est d'une mauvaise foi insupportable, je le trouve assez charismatique. Alors, c'est sûr qu'en promo, il faut pas trop lui donner le micro, mais ne serait-ce que son style de catch, c'est un peu comme d'autres high flyers, même comme Cesaro ou autre, c'est assez envoûtant. Donc, on le suit, ce gamin-là. Et puis, il a un regard assez direct, assez motivé. On sent qu'il est passionné par ce qu'il fait, donc c'était un bel affrontement. Très beau finisher, j'ai trouvé, un petit peu étonnant, oui, toujours pareil, Extreme Rules, on en revient toujours à ça. Ça aurait été le même match à SummerSlam, en fait, on n'aurait vu aucun problème, mais là, c'était un peu étonnant. Bon, c'est une belle victoire, un beau retour pour AJ Styles, qui était un petit peu en arrière-plan ces temps-ci, et qui va effectivement pouvoir, en plus en étant leader d'un clan de 3, il va pouvoir un programme un petit peu plus allégé et faire tourner, mais c'est prometteur pour la suite, et peut-être que la perte de championnat de Finn Balor n'est pas étrangère, enfin voilà, il y a quelque chose là-dessus aussi, parce que ouais, le club, c'est quand même aussi un petit peu le Balor Club, donc il y a des choses à écrire, ouais, il y a des choses à écrire. Ouais, il y a de la matière. Il y a de la matière. Alors là où il n'y a pas eu beaucoup de matière, c'est dans le match suivant, ce fameux match impromptu. Dolph Ziggler qui affronte Kevin Owens. Donc Kevin Owens qui est en guerre ouverte contre Shane McMahon. Il dit que Shane squatte tout le temps d'antenne. Il a tweeté que au pay-per-view Extreme Rules, Shane avait du temps d'antenne et il a mis en photo plein de mecs qui n'avaient pas de temps d'antenne. Donc en vrai, il y avait Andrade, il y avait les Viking Riders, il y avait enfin les Viking Warriors, pardon, il y avait Buddy Murphy, tout ça. Dolph Ziggler, lui a tweeté en répondant, moi j'ai les images de tous ceux qui sont pas aussi bons que moi. Donc il y a la planète Terre, il y a Shawn Michaels, il y a Kevin Owens. Sauf qu'au final, cet affrontement, il se résume très très vite. Stunner de Kevin Owens, 1, 2, 3. Dolph Ziggler a perdu. Squash total, ça c'est injuste à Kevin Owens à prendre le micro, à dire en gros ce qu'il avait déjà dit. Voilà, Shane, on en a tous marre de toi, tu nous gonfles, tu gonfles tout le locker room, tu gonfles tout le public qui regarde. Voilà, moi j'ai envie d'être là pour faire mon show. Donc voilà, Kevin Owens, étonnamment, il y a 3 semaines, c'était un salaud suprême qui trahissait le New Day, là maintenant c'est redevenu un héros. On part sur visiblement un nouvel adversaire autoproclamé là, de Shane McMahon. On sait qu'on avait déjà eu ce match, Kevin Owens, Shane McMahon, on avait déjà eu cette affiche. Est-ce que ça te tente et est-ce que Kevin Owens est la voix de la raison, enfin? 15 secondes ce match, 15 Ouais. secondes. Donc écoute, ça a été quand même plus qu'expéditif. C'est surtout, voilà, en fait, c'était surtout là, ce segment-là, pour permettre à Kevin Owens de poser une promo, exercice dans lequel il excelle. Là, il se pose en espèce de Stone Cold Steve Austin des années 2015. On peut pas faire plus transparent comme parallèle, oui.
Ah ouais, là, je crois que là, de toute façon, il utilise de stunner. Enfin bref, Il n'y a plus qu'à boire de la bière, ouais. il s'attaque à la famille Vince McMahon. Oui, il a plus qu'à sortir la binouse. Et puis là, on est clairement Stone Cold Steve Austin style. Mm. Et ça lui va plutôt bien. Hein. Il est quand même plutôt efficace au micro. Donc voilà. Ouais. Si tu veux, je n'ai pas tellement compris finalement quel était l'intérêt pour lui d'avoir un match ce soir. Si c'était juste pour se faire entendre, je pense qu'il avait la possibilité de se faire entendre. Sans forcément mettre un squash de 15 secondes. Mais écoute, c'est le choix qu'ils ont fait. Voilà. On peut pas dire que ça nous a bouffé trop de temps d'antenne. Et Non. on verra surtout en fait, ce genre de segment, c'est surtout voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Quoi. Voilà. Mm. Tu veux pas savoir ce qui va se passer par la suite? Non, pardon, j'ai eu une petite coupure là aussi, moi aussi. Coupure. Oui, si, je voudrais savoir ce qui va se passer pour la suite, mais je suis un peu déçu pour Dolph Ziggler. Je me demande si c'est pas un choix aussi scénaristique pour le faire partir, puisqu'on sait il part souvent de plus en plus de la WWE, Ziggler. Bon, je vois venir une affiche à SummerSlam contre Shane, parce que je vois pas Shane continuer contre Roman Reigns ni contre l'Undertaker, mais j'aime bien ce Kevin Owens face, mais c'est bizarre que il a fait un peu, on dirait un peu qu'ils ont changé de plan en cours de route, parce que Sami Zayn n'est plus là, c'est un peu bizarre. Je sais pas s'il est blessé, en tout cas, voilà, Kevin Owens c'était le top heel au dernier pay-per-view, hein, et là c'est le top face, on peut dire, c'est étrange. Ouais, c'est comme ça. Écoute, Ouais, c'est la vie, hein. c'est un choix. Ouais, voilà, on verra bien. On verra sur le futur. Mm. Oui, tout à fait. Et ben si on continue la suite, alors il en reste plus que 2 matchs, là ça y est, on se rapproche. Et 2 matchs pour les titres mondiaux. Kofi Kingston, la belle histoire de WrestleMania qui se poursuit, mais là il a du gros adversaire face à lui. Il a Samoa Joe, et Samoa Joe, il est très impressionnant. Il commence très fort à affronter Kofi Kingston. Pour moi, c'était l'adversaire qui était le premier vrai challenge. Ça se voyait que Ziggler et Kevin Owens allaient être des challengers temporaire, mais là, Joe, c'est une grosse machine. Il va utiliser des choses un peu originales en torturant les doigts de Kofi Kingston. Il les écrase sous l'escalier. C'était pas beau à voir. Bref, le champion est un peu lessivé pendant un long moment. Le public commence un chant étrange qui va durer sur la fin de la soirée. C'est des We want Lesnar, No we don't. Donc la foule est partagée. Il y en a qui veulent que Brock Lesnar vienne cacher, il y en a qui veulent pas. Toujours est-il que ce chant-là, moi, m'a un peu déconcentré et m'a fait rater le finish sorti de nulle part. On connaît le finish, Trouble in Paradise, un petit peu comme ça, au milieu, il n'y avait pas trop de tension dramatique. Et puis 1, 2, 3. Alors que pour moi, Samoa Joe dominait de la tête et des épaules cette rencontre, il perd, et il perd clean. Donc voilà, Kofi continue son bonhomme de chemin héroïque, mais sans avoir montré grand-chose, j'ai trouvé. Est-ce que ça t'a convaincu, toi, cette performance du champion? Ouais, ce match-là, il m'a pas emballé plus que ça. Ouais, hein. Ouais, c'était pas mal, mais c'était en plus, quoi. Ça m'a pas tombé. Samoa Joe, il perd très souvent les gros matchs comme ça, de toute façon. Donc, je trouve que Samoa Joe, il job souvent. Et, Ben ouais. et du coup, avec les New Day qui avaient gagné le titre au préalable, j'avais du mal à me dire que Kofi Kingston, il allait perdre ce match. Et en plus, Ouais. je me demandais même si Brock Lesnar allait pas cacher sur Kofi. Donc, j'avais Ben non. un peu un Mm. moment de doute. Et puis, bon, en fait, vu le finish, comment ça s'est terminé, avec toujours le Trouble in Paradise létal de Kofi, hein, qui depuis WrestleMania, enfin même avant WrestleMania, on peut dire que le Trouble in Paradise c'est devenu un truc de fou, quoi. Ouais. Et, et si tu veux, donc voilà, donc je sais pas, c'était, je sais pas trop, en fait, je sais pas trop quel qualificatif utiliser pour ce match, et je vais dire que c'était moyen, voilà. Ouais. Kofi fait un run quand même. Il est quand même vachement soutenu dans les salles, quoi. Hein. On peut pas dire. Ouais. Sa pop, elle est toujours présente. Il n'y a pas de problème. Hein. Il baisse pas en intensité. Hein. J'ai l'impression que c'est peut-être plutôt au niveau des téléspectateurs et tout ça que c'est peut-être plus difficile. Mais en tout cas, dans la salle, Kofi, il garde ce lien quoi avec le public, tu vois. Ouais. Ces matchs se passent toujours dans une ambiance sympa et voilà. Donc il conserve.
On va voir. Je suis curieux de voir ce qui va se passer jusqu'à SummerSlam là pour voir un peu comment Weekly ils vont traiter et surtout qui ils vont mettre en opposition face à Kofi. Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, la Samoa Joe, c'était vraiment une très très grosse menace et je pensais vraiment qu'il avait perdu son titre US pour en faire un. Je pensais qu'il était en push, ouais, qu'il allait devenir un bon champion. C'est encore possible, hein, voilà, on va voir ce qui va arriver pour la suite. Mais Kofi, moi je commence à moins. Il catch un peu comme John Cena faisait à une époque, c'est-à-dire il subit longtemps. Et puis maintenant là, depuis de toute façon depuis cette époque où il gagne un match, est-ce qu'on appelle ça ces matchs là, enfin, le gauntlet match où il gagne contre 5 ou 6, il a gagné contre tous ces mecs en fait, il a déjà battu Samoa Joe et il y avait en plus Randy Orton, il y avait tout le monde dans. Donc je vois plus trop qui peut l'arrêter, mais visiblement comme tu dis, Kofi Kingston c'est un bon champion quoi, merchandising et tout ça fonctionne à balle, donc à voir ce que ça peut donner. Moi, j'ai vu aussi plus tôt dans la soirée, j'ai trouvé que Biggie a été énorme au niveau du taunt et de l'intensité dans son combat contre Daniel Bryan. Donc je me dis, alors je sais pas si j'ai envie de voir ça, mais je me dis qu'une feud interne au New Day, je me dis que Biggie contre Kofi Kingston, ça aurait pu être quelque chose, mais je sais pas s'ils oseront un jour en fait. Je suis pas sûr. Je sais pas, on verra, on verra. Écoute, c'est ça. Le New Day, quand même, s'affirme. Ils existent depuis 2014. Ouais. Et si tu fais le nombre de tag team avec Kofi et tout ça, c'est quand même. Ouais, c'est énorme. Ces trois-là, ils sont carrière à la WWE quand même XXL. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est des gros champions, mais écoute, on verra. Voilà, le New Day a 3 ceintures ce soir-là. C'est une belle réussite, belle soirée pour le New Day à Philadelphie. Il ne nous reste plus que le main event, et là, on est dans une stipulation très rarement présente à la WWE, un tag team mixte avec 2 ceintures en jeu, et c'est winner takes all. Moi, je me souviens vaguement d'un match qui avait cette stipu où il y avait Beth Phoenix et Santino Marella à l'époque. Là, ça devait être pour le titre US ou le titre intercontinental et féminin. Bref, là, c'est plus haut niveau. C'est le main event. D'un côté, on a la magnifique Lacey Evans avec son Mac Baron Corbin. Alors, il y a une interview backstage où il avait une horrible chemise de proxénète, mais il en a changé quand même pour le match. Et en face, c'est le top couple. Hein, c'est Becky Lynch et Seth Rollins. Donc l'amour est là. Mais il va pas être question d'amour entre ces quatre-là. Donc on rappelle la règle, hein, les filles affrontent les filles, les hommes affrontent les hommes, mais si Lacey Evans réussit à battre Becky Lynch, Seth Rollins perd aussi sa ceinture. Ouais. Donc, oui. Je dis oui, c'est ça, winner takes all. Winner takes all. Et en plus, donc, on est dans un match, là aussi, hein, c'est No Holds Barred, je crois. Donc, on sort les kendo sticks. Assez vite, on a des kendo sticks des deux couples, enfin des deux champions, donc Becky et Seth Rollins qui passent à tabac respectivement Corbin et Lacey Evans. Mais Corbin revient dans le match en utilisant un autre objet, c'est les chaises. Hein, il va affronter Rollins avec sa chaise, mais il y a un spot assez sympa où Rollins lance une chaise dans les mains de Corbin. Corbin l'attrape et Becky Lynch lui fait un drop kick sur le baron. Donc on commence à avoir des interactions hommes-femmes qui sont pas trop mal. Il y aura un moonsault de Lacey Evans qui à un moment donné réussit à prendre le dessus sur Becky Lynch, mais réussit pas à l'emporter quand même. Le couple champion reprend le dessus. Ils perdent un peu de temps, voire même beaucoup de temps, à sortir 2 tables à l'extérieur du ring, visiblement pour les utiliser. Mais c'est trop long et on aura à nouveau kendo stick qui sont de retour contre Seth Rollins. Alors, je perds un petit peu mes notes. Oui, alors, étonnamment, les 2 challengers réussissent à porter un double chokeslam. Donc, Becky Lynch et Seth Rollins encaissent un chokeslam chacun, mais ça fera un near fall. Tentative à l'extérieur du ring d'une souplesse à 4. D'abord, c'est les méchants qui essayent de placer la souplesse, mais ils sont contrés. Et c'est les gentils, donc Becky Lynch et Seth Rollins, qui arrivent à faire passer leurs adversaires à travers, de les faire tomber d'abord sur le sol de l'extérieur, sur la rampe. Donc on est sur de l'acier, ça fait mal.
Et ensuite, les tables à l'extérieur du ring. Donc Becky Lynch, elle fait une descente de la cuisse. Seth Rollins lui fait un frog splash à la Eddie Guerrero. On remonte sur le ring. Seth Rollins, Baron Corbin reprend le dessus, il porte un Deep Six. Et c'est Becky qui s'interpose et qui sauve son amoureux, mais qui sauve aussi sa ceinture, qui a attaqué Baron Corbin. Baron Corbin voit rouge. Et là, oh my god, nous sommes en 2019 et la WWE nous montre un exemple de fan battu. Becky Lynch encaisse un End of Days énorme. Baron Corbin est un salaud total. La foule le déteste. Seth Rollins est en feu. Ce qu'il vient de voir dépasse l'entendement. Il pète un plomb. Il démonte Baron Corbin. Il lui porte un curb stomp. Il lui porte un deuxième curb stomp. Il lui porte un troisième curb stomp. Et il l'emporte. Et ouais, finalement, frapper une femme, c'est ce qu'il a perdu à Baron Corbin. Il a perdu ce match. Lacey Evans aussi, donc du coup, par la suite, par la force des choses. Le couple royal l'emporte et c'est une belle image pour finir ce show. Sauf que non, Paul Heyman vous avait dit la vérité. Brock Lesnar est là ce soir et Brock Lesnar vient encaisser sa mallette. Et alors là, besoin d'avoir pris des notes. Suplex City, Brock Lesnar passe un F5 et il devient le nouveau champion universel. Enfin, il retrouve son titre universel. Mais par contre, il ne devient pas champion féminine de Raw. C'est peut-être un petit peu dommage. Mais on finit le show là-dessus. Lesnar est à Philadelphie. La foule continue à soit l'appeler, soit dire no we don't. Est-ce que toi t'étais we want Lesnar ou no we don't? Et puis qu'est-ce que tu as pensé de ce match à la stipulation assez inédite? Et puis, j'étais plutôt globalement assez agréablement extrêmement surpris. Je pensais que ça allait être un match d'une qualité très 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 moyenne et finalement j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et avec plusieurs moments que j'ai trouvé assez sympa, comme tu l'as évoqué, le double chokeslam. J'ai trouvé que ce passage était bien, quoi, avec un fall comme il fallait. C'était bien, quoi. Il y avait la tension, il y a eu pas mal de contres, il y a eu pas mal de moments un peu de fou, même s'il y a toujours des moments de flottement quand ils sortent les tables, des choses comme ça, etc. Mais ça gardait un certain rythme. Du coup, il y avait quelques moments, pour le coup, un peu extrêmes. Donc c'était plutôt sympa. Becky qui se fait envoyer contre la barricade. Corbin qui envoie Seth du côté des tables, de l'air du chronomètre et tout le bastringue là. C'était c'était pas mal. J'ai trouvé j'ai trouvé qu'ils y ont trouvé ce truc. Et puis ce End of Days, quoi, quand même, sur Becky, quoi. Becky qui donne son corps à la science du catch, quoi, qui étudie les effets d'un End of Days sur une catcheuse. Et puis, écoute, et comme tu l'as dit, voilà, ça a mis dans une sainte colère Seth Rollins, et qui donc déboîte totalement Corbin suite à ça. Et les champions conservent, voilà, très bien. Et puis ce cash-in, donc voilà, la bête est de retour. Alors moi, je suis partagé, quoi, en fait, avec, comme d'habitude, quoi. Voilà, ce mec, il a toute cette aura, toute cette carrière derrière lui, tout ce qu'il a fait, etc. Tous ses règnes, voilà. Mais le problème, c'est justement ses règnes depuis 5 ans. Là, son utilisation depuis 5 ans, elle est tellement complexe. Et on se demande presque, est-ce qu'on va revoir le titre d'ici SummerSlam? Pas sûr. Mais finalement, il n'y avait pas tellement de surprise sur le fait qu'il vienne. Voilà. Et puis, alors, il est venu, il met 2 German suplex, un F5, au revoir Seth Rollins, Brock Lesnar champion. Voilà, il célèbre. Écoute, voilà, la bête est de retour. Ouais, sur le match, moi, je suis comme toi, très bon match. J'ai trouvé ça très très bien. Toutes les interactions mixtes. Parce qu'il y a ce End of Days énorme. Pour moi, c'est super bien pensé, quoi. Parce que c'est le moment où tu comprends comment ça va finir. Tu te dis là, il peut plus gagner. Après avoir fait ça, il peut pas gagner, Corbin. C'est pas possible. Il y a une morale quand même dans la WWE, mais en même temps, c'est bien vu. Mais le Becky qui fait le near fall, le dropkick, tout ça était très bien. Enfin, clairement, c'est le meilleur match j'ai envie de dire, c'est le meilleur match de Baron Corbin, c'est le meilleur match de Lacey Evans que j'ai vu à la WWE.
J'étais vraiment pas chaud au début par cette alliance. Je me suis dit, oula, déjà, ça fait 2 pay-per-view qu'on avait Baron Corbin et Lacey Evans dans les title pictures respectives. Donc là, je me disais, ça commence à être long, parce que je les ai jamais vus comme des menaces potentielles vraiment pour les titres. Mais là, la rencontre était très très bonne, très bien écrite, j'ai trouvé. Et alors moi, mon avis, il est clair, hein. Lesnar, porteur de mallette, j'ai trouvé que c'était une idée originale. Tout ce qu'il a fait au début, venir à chaque show pour faire un petit peu de bluff, etc., c'était vraiment drôle. Là, on le voyait plus. Bon, ça ressemblait plus à son rôle habituel et c'était plus logique en tant que porteur de mallette. Je trouve ça dommage. Il allait faire un cash-in un jour, c'était sûr. J'aurais trouvé que ça aurait été plus surprenant à un autre moment. Genre, là, à Raw, ça aurait été parfait. Et j'aurais trouvé ça beaucoup plus beau pour l'histoire de la WWE, pour les packaging vidéo et tout, qu'on finisse ce show à Philadelphie avec Rollins et Becky Lynch, champions. En plus, j'ai l'impression qu'ils misent pas mal sur le côté, voilà, le couple. Ils sont tous les deux hyper populaires, ils s'aiment, etc. C'est étonnant qu'ils aient voulu en rajouter avec ce cash-in, comme si la soirée n'était pas déjà assez remplie de moments sympas. Moi, je trouve qu'on a eu une grosse soirée. On a eu beaucoup de changements de titres, hein. Voilà, on a Nakamura champion, on a le New Day, ouais, voilà, on avait AJ Styles. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. L'Undertaker a fait un gros match, Aleister Black, Cesaro aussi. Donc, c'est un peu too much, quoi. C'est un peu la cerise en trop sur le gâteau. Après Lesnar champion, je sais pas du tout ce que ça va faire. Mais là, j'aurais bien attendu une semaine ou deux de plus, ouais. C'est un peu... Ça casse un peu le momentum de la fin du show, non? Ouais, et puis Becky peut même pas célébrer son titre. Ah ben non. Elle peut rien faire, quoi. Il y a le cash-in qui s'annonce derrière, donc elle reste ringside et elle assiste à la boucherie de la bête, quoi, tu vois, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. Je suis assez d'accord, ouais, sur le fait que c'était certainement pas le meilleur des moments pour faire cacher Lesnar. Il y avait tout à fait possibilité, ouais, pourquoi pas, de faire ce cacher au du lendemain ou attendre encore un peu. Enfin voilà, c'était dispensable de faire ça. Bon, voilà, Voilà. Ouais, parce qu'en fait, ils ont fait ce choix pour un principe, pour mettre des culs sur des sièges SummerSlam. En ayant Lesnar champion, c'est ça la réalité. Vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je le sens, quoi. Et je pense que Vince McMahon, il veut que SummerSlam, ça soit sold out. Et pour lui, dans son esprit, il n'y a que Brock Lesnar qui peut mettre des sièges. Je ne sais pas s'il a raison, s'il a tort, mais je pense que dans son esprit, en tout cas, c'est quelque chose d'acté et que voilà, et que tant que Brock sera en état de catcher et acceptera de signer les contrats avec la WWE, et ben on devra continuer à s'y faire comme ça. Oui, c'est sûr, mais ça n'empêche pas que ça aurait pu être à un autre moment. En tout cas, je sais pas. Si on va vers un nouveau Rollins-Lesnar, ça commence à en faire beaucoup, quoi. C'est comme les Reigns-Lesnar, ça. Là, je vois pas trop comment on pourrait éviter cette affiche-là, vu ce qui s'est passé. Rollins-Lesnar, la troisième ou la quatrième déjà. La troisième, ouais. On a déjà eu pas mal quand même. Des feux de long cours sur plusieurs années, c'est dans l'histoire du cadre. Tu sais, quelque part, tous les main eventers, ils se croisent et se recroisent et se recroisent tout au long de leur carrière, surtout s'ils ont des périodes de contrat qui correspondent, etc., qui sont pas dans tel ou tel fédé. Tout ça, ça me paraît assez logique, en fait, si tu veux, moi, les matchs comme ça, où les gars se retrouvent souvent. Alors, effectivement, des fois, il y a de la lassitude, des fois, on en a marre, on a envie de voir d'autres choses. Mais c'est assez logique, finalement, qu'il y ait cette redondance. Tu vois, c'est comme, je sais pas, on pourrait comparer, je sais que c'est pas comparable, mais on pourrait comparer avec des affiches de football. Tu retrouves des matchs Real Madrid, Liverpool, Barcelone, Inter Milan, AC, ou je ne sais quoi. Oui, bien sûr. Et donc, dans le catch, il se passe les mêmes choses. Donc, bon, ça me choque pas trop, quoi. Non, moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt ce que tu as soulevé sur le fait de la temporalité, là. C'est vrai que, pour moi, ce cash-in, il est pas le bienvenu. C'était pas le bon moment. Pour moi, il y aurait peut-être eu une meilleure note sur ce pay-per-view s'il n'y avait pas eu cette fin-là, justement, quoi. Ah ouais. Une fin avec Rollins et Becky au milieu du ring qui aurait célébré, ça aurait été sympa. Et je m'en serais tout à fait contenté. En plus, on est habitué, Lesnar, il est pas là, la majeure part 90% du temps, il n'est pas là de toute façon. Donc, ça n'aurait pas été grave s'il n'avait pas été là pour Extreme Rules. Bah, limite, j'aurais trouvé le discours de Paul Heyman encore plus fort s'il avait pas été là. J'aurais dit, ah putain, il nous a mis le doute, ce salaud, jusqu'au bout. Et puis Lesnar est pas là. Ouais, c'est vrai. Alors que là, on se dit juste, bon, il nous a dit qu'il était là, et puis il est là, quoi. C'est un peu... Oui. Pour un mec qui avait annoncé
qui avait annoncé après Super Showdown, ouais, maintenant on va arrêter de prévenir quand on cash in et on va. Ouais, bah si, en fait, finalement, vous l'avez fait. Ouais. Oui, il avait dit tout et son contraire sur les deux derniers mois. Là. Donc, Ouais. ouais, c'est ouais, voilà, ça n'avait pas de goût, tu vois, quoi. Ça manquait un peu de piment, cette affaire. Bah écoute, tu parlais justement de ce cash-in qui baisse ta note. Nous sommes à la fin de Extreme Rules. Écoute Chris, j'attends ton extrême top, ton extrême flop et ton extrême note sur ce show de Philadelphie. Yeah! Alors, la feud d'ailleurs dans son ensemble et au match Bailey versus Nikki et Alexa. Voilà, je me tendrai pas des heures là-dessus. Je l'ai trouvé insipide. Voilà, sans aucune saveur, sans rien. Une Bailey comme à la parade qui dispose de 2 catcheuses. Voilà, pas d'intérêt. Enfin, vraiment un moment du pay-per-view qui m'a vraiment pas animé et voilà que j'aurais oublié dès que j'aurais raccroché avec toi, mon Raphaël. Mon top, elle est à. Ouais, j'aurais pu hésiter sur un ou deux trucs, ou même 3 trucs, parce que par exemple, j'ai beaucoup aimé le match tag team, le triple threat. Mais, Ouais. mais je vais donner le top au Ricochet versus AJ Styles. Voilà. Voilà, pour moi, plus beau combat de la soirée. Voilà, une petite surprise avec la prise de titre d'AJ Styles. Mais voilà, un match. J'aime bien voilà, ce genre de choses. Un vétéran All-Star et puis un jeune qui monte. Ouais. Et voilà, le match m'a bien plu. Je pense que ces deux gars-là, on va les voir encore à pas mal d'occasions. Peut-être même J'espère. plus haut dans la carte, à mon avis, d'ici quelques mois. Et voilà, c'était mon top. Et ma note, je vais mettre un. Oh, il y a des. C'était, tu vois, je suis embêté parce que c'est un pay-per-view annoncé Extreme Rules, et on a quasiment pas de population, ou très peu. On a eu des la scène standing, tout ça, c'est des trucs déjà vus. Le mix match était plutôt sympa. Oh, allez, je vais mettre un 3. Ah là là, un 3,25. Allez, vraiment, je vais mettre un 3. Voilà, un 3. Ah, hein, tu mets plus bas que notre ami Giscal. Giscal, il a passé une très très bonne soirée. Il nous a donné ses commentaires. On les accepte parce que nous, on partage, on est tolérants. Lui, il a mis un 3,75. Il a mis son top à l'Undertaker et le même flop que le tien. Du coup, Bailey versus Alexa Bliss et Nikki Cross. Moi, je suis plutôt Team Giscal. Je vais mettre un. Écoute, je vais peut-être vous impressionner, mais moi, je vais même mettre un 4. Ah ouais? Je vais mettre un 4 parce que je vais oublier le côté Extreme Rules, c'est-à-dire que si j'analyse les stipus, je trouve ça très décevant. Je trouve ça très décevant pour Kofi Kingston et Samoa Joe, par exemple. Samoa Joe, on l'a quasiment jamais vu dans des matchs extrêmes. Je me souviens d'une très grosse déception au pay-per-view Hell in a Cell où il était contre AJ Styles et c'était pas en cage. Cesaro Black, Ricochet Styles, tout ça, ça méritait des stipulations. Mais si j'oublie ça, bah, je me dis que j'ai vu beaucoup de bons matchs. J'ai pas de mauvais matchs en fait. Il n'y a pas eu de match pourri. Bon, les filles, c'était pas terrible, mais c'est passé assez vite. Les 2 matchs des ceintures tag team étaient très bons. Bravo au Revival, bravo au New Day, bravo aux Usos, etc. Aleister Black, Cesaro, ils ont régalé tous les esthètes du catch. Strowman Lashley, c'est le côté Golgoth, mais ça nous a fait plaisir. L'opener, moi j'ai adoré. L'Undertaker, j'ai envie de le revoir. Et puis bah le main event a été très finement écrit, je trouve. En fait, j'ai eu beaucoup de bonnes surprises. Voilà, j'étais très très inquiet sur le match de Shane et de l'Undertaker. J'étais très inquiet sur Corbin et Lacey Evans ensemble. Tout ça c'est bien fait. Donc je mets 4. Allez, j'assume le 4, même si je suis un peu, le cash-in me fait un peu chier. Je vais mettre mon flop au cash-in, que j'aurais aimé voir à un autre moment. Lesnar champion, bon, c'était sûr que ça allait se reproduire, mais là, c'était un peu dommage. Et bah, je vais mettre mon top à l'opener. Allez, ouais, ça m'a fait plaisir de voir Drew McIntyre, qui avait l'air comme un gamin, à affronter l'Undertaker. Et puis voilà, Shane a bien pris dans sa gueule, il a bien joué son rôle de mec qui prend cher. Donc super, mais par contre, bah, une question demeure. Alors, bah, où est Bray Wyatt? Eh oui, porté Eh, disparu, comme les autres. porté disparu. On l'attendait, hein, il était bon,
Sûrement, il y a de bonnes chances qu'il apparaisse peut-être là un Raw ou un SmackDown du lendemain, là. Mais bon, ça aurait pu être son époque. Écoute, bah Chris, on en a fini de ce pay-per-view d'Extreme Rules. Alors voilà, la conclusion est là, hein. C'était bien, mais c'était pas extrêmement bien. C'était pas extrême. J'espère que ça vous aura plu en tout cas de nous écouter. Je fais très rapidement une extrême auto-promo. Vous nous écoutez donc si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur PodCloud, si vous êtes sur Spotify, si vous êtes sur iTunes. Sur toutes ces plateformes, vous pouvez nous donner votre avis, que ce soit des étoiles, des pouces, des cœurs, donc faites-le. Commentez, réagissez. Hein. Vous voyez qu'il y a une guerre à propos de Ricochet. Est-ce que vous êtes Team Chris? Est-ce que vous êtes Team Giscal? Est-ce que vous adorez Heavy Machinery? Est-ce que vous avez envie de voir Aleister Black contre Nakamura? Est-ce que vous avez envie de voir ce Kevin Owens Top Face? Dites-nous tout. Est-ce que vous êtes content du cash-in? Voilà, réagissez avec nous. Et puis nous, on va continuer. Hein. Il y a des shows qui se profilent. D'ici là, ben écoute Chris, ça m'a fait grand plaisir d'être avec toi pour cette soirée. Donc, merci à toi pour ta participation. Merci à toi, Rafa. Et puis bah voilà, on va se dire une bonne semaine et un bel été qui continue plein de catch jusqu'à SummerSlam. Et puis à bientôt tout le monde. Ciao. Salut Rafa. Salut peuple extrême de catch-up.